Le prince Louis est un sale gosse. C'est ce que des centaines de millions de personnes ont pu découvrir lors du jubilé de platine de la reine Elisabeth II. Ce jubilé était historique car la reine Elisabeth a célébré à 96 ans ses 70 ans de règne, écrasant l'ancien record détenu par la reine Victoria avec 63 ans de règne. Autant dire que le monde entier avait les yeux braqués sur la reine. Mais ce qui a marqué les esprits, c'est bien le prince Louis, qui était, pour sa première apparition en public, intenable, déchaîné, et est devenu malgré lui la superstar de cet événement international en piquant la vedette à son arrière-grand-mère. Alors, d'un côté, on a la famille royale, qui a un rayonnement et une influence mondiale qu'aucune autre monarchie n'égale, que ce soit de par l'anglais, qui est la communication internationale, de par la puissance de l'Empire britannique, ou encore en tant que chef du Commonwealth qui regroupe 56 États membres. Et de l'autre côté, on a le prince Louis, un enfant qui a seulement 4 ans, semble hors de contrôle de la famille royale et de ses parents. Comment on en arrive dans une famille aussi puissante mondialement à ne pas savoir gérer un simple enfant de 4 ans? C'est quoi le problème d'éducation avec cet enfant? Le prince Louis est le troisième enfant de Kate et William et pour sa première apparition en public, il leur a donné du fil à retordre à plusieurs reprises. La plus marquante s'est déroulée durant le spectacle qui se tenait à proximité de la résidence royale, où on peut voir le prince Louis mettre la main sur la bouche de sa mère pour l'empêcher de parler, avant de lui faire un pied de nez et de lui tirer la langue. Alors, certains ont trouvé ça mignon ou drôle et ont été attendris par l'attitude du jeune garçon. Mais d'autres, au contraire, ont fait des critiques vis-à-vis de ça et ont mis en évidence une problématique plus profonde vis-à-vis de l'éducation du prince Louis. Alors, cette séquence pose effectivement la question du manque de respect envers sa mère et aussi ça interroge sur ce que ça va être plus tard quand il sera ado, si c'est déjà comme ça à 4 ans seulement. Va-t-il faire la une des journaux? Le prince Louis organise une soirée Projet X au palais de Buckingham. To the break of dawn, yo! I'm on the pursuit of happiness and I know everything is On a aussi pu voir le prince attraper et tirer le bras de sa cousine alors qu'elle cherchait juste à discuter avec Charlotte, la sœur de Louis. Dans la même logique, il lui a également tiré les cheveux sans raison apparente. Et même seul, il semble intenable. À plusieurs reprises, il s'agite sur sa chaise, il ne tient pas en place sur le balcon, il hurle lors du défilé aérien qui passe au-dessus du palais de Buckingham. Mais en fait, que font les parents pour gérer ça? Est-ce qu'il y a un problème d'éducation? Est-ce que d'habitude, comme on est dans une famille royale, il y a une servante chargée d'apaiser les petits diables et du coup, les parents sont dépassés? Qu'est-ce qui se passe au niveau de Kate et William? Alors, c'est surtout Kate qu'on a vu s'occuper du prince Louis durant le jubilé, que ce soit en discutant avec lui, mais aussi en cherchant à attirer sa curiosité, en l'occupant avec des livres par exemple. Cerise sur le gâteau, elle avait même prévu un petit coussin pour qu'il soit bien installé sur son siège. Ce sont des attentions qu'elle a souvent avec ses enfants, mais là où c'est surprenant, c'est qu'en tant que célébrité, elle ne prête pas attention aux caméras et à l'image qu'elle renvoie. Alors, c'est un comportement normal en tant que maman, mais rarement constaté pour une personnalité si observée. Cela montre qu'elle ne se soucie pas du regard des journalistes, mais priorise ses enfants, sa vie de famille et vit l'instant présent. Une autre technique puissante qu'elle utilise pour rassurer Louis est de se mettre à sa hauteur en s'accroupissant. C'est une excellente technique pour être dans une attitude d'écoute active, en ayant le regard à la même hauteur que celui de son enfant, et pour avoir une communication plus efficace, mais aussi de faire preuve d'empathie et de pouvoir comprendre son enfant plus facilement, pour venir à bout d'une crise plus rapidement par exemple. Pour le prince William, c'est un peu différent. Il n'y a pas eu beaucoup d'images le montrant avec son fils. On a pu l'apercevoir, par exemple, discuter avec Louis, mais beaucoup moins s'en occuper que Kate. Alors, cela peut s'expliquer par plusieurs raisons. La première, peut-être qu'il ne s'occupe pas de ses enfants, et que c'est à l'ancienne. La femme à la cuisine, l'homme au salon. Peut-être que c'est un de ces nombreux hommes qui laissent la femme s'occuper des enfants. Mais il a déjà emmené incognito sa fille Charlotte à un goûter d'anniversaire dans le restaurant italien Il Pagliaccio de Londres, où on peut voir sur une des caméras de surveillance le prince William entrer dans l'établissement derrière sa fille avec un cadeau d'anniversaire à la main.
Le prince s'occupe également régulièrement de déposer et de récupérer ses enfants à la grille de l'école, comme il l'avait fait pour la première entrée de George, puis celle de Charlotte à la Thomas Battersea School de Londres, et dernièrement avec ses 3 enfants à la Lambeth School dans le Berkshire. Il accompagne également régulièrement sa femme et ses enfants faire des balades à vélo ou des excursions sur les dunes des plages de Norfolk en Angleterre. Donc, le prince William n'a pas l'air de laisser la charge des enfants à sa femme, mais plutôt de faire partie de cette nouvelle génération de parents investis dans le rôle de papa et dans l'éducation de leur enfant. Car en tant que futur roi d'Angleterre, il pourrait juste demander à la nounou de ses enfants de s'occuper d'eux pour aller jouer au rugby ou pour aller se boire une bonne pinte de Guinness dans un pub. Tastes like it in the pub. La deuxième raison, c'est qu'on l'a peut-être juste pas vu car il n'était pas assis à côté du prince Louis. Les médias nous ont montré le prince Louis car il était agité et il était assis à côté de sa mère, alors que le prince William était assis à côté de George, qui était plus calme. D'un point de vue médiatique, les médias, ils vont montrer ce qui va faire des vues, ce qui va faire le buzz. Et donc en l'occurrence, ici, c'est le prince Louis avec Kate et donc pas le prince William. La troisième raison, c'est peut-être parce que Kate gérait Louis, tandis que le prince William était occupé à ses obligations. Car n'oublions pas qu'on est avec la famille royale. C'est pas n'importe quelle famille. Et ça implique donc des impératifs. Par exemple, les parents et les enfants doivent respecter un protocole vestimentaire et porter des tenues assorties, comme un de leurs voyages en Pologne où le bleu était de mise. Chaque forme de chapeau est définie précisément en fonction de l'événement et du lieu. Kate avait par exemple porté un chapeau en forme de feuille d'érable lors d'un voyage au Canada. Mais attention, à partir de 18h, on remplace le chapeau par la tiare pour aller dîner, qui se porte d'une certaine façon, à 45 degrés d'inclinaison et uniquement pour les femmes mariées. Autant dire qu'il ne faut pas rater le changement d'heure en été ou en hiver. Autre règle, 2 héritiers ont interdiction formelle de voyager ensemble, afin de protéger la lignée royale. Les surnoms sont interdits. Vous n'entendrez jamais les têtes couronnées prononcer le mot Kate, mais Catherine, au Buckingham, ni Harry, car le prince s'appelle de son vrai nom Henri. Les enfants doivent porter des shorts jusqu'à leurs 8 ans, même en hiver. Ces quelques règles nous montrent que Kate et William ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent en tant que membres de la famille royale. Mais ils doivent aussi faire en sorte que leurs enfants respectent ces règles. Il est impensable chez les Windsor de laisser un enfant se rouler par terre en public ou mal se tenir. Imaginez le désordre que cela causerait si la famille royale devait réprimander un de ses enfants pendant une visite officielle à côté d'un président ou d'un premier ministre. Les enfants doivent respecter les impératifs royaux et suivent pour cela une formation à l'étiquette dès leur plus jeune âge pour leur apprendre les bonnes manières. Ils doivent accompagner leurs parents lors de visites royales et pour cela, ils sont briefés en amont. On peut le constater avec Charlotte puis George qui font coucou au public sur le balcon ou lors de leur balade en carrosse avec leur maman. Alors, certains vont dire que ce sont des comportements normaux d'enfants ou que c'est du mimétisme, comme ici où Kate s'adresse spécifiquement à Louis, mais où Charlotte réagit elle aussi à ce que dit sa maman alors qu'elle n'est pas concernée. Mais ce qui nous montre vraiment qu'il y a tout un rituel pour préparer les enfants, c'est quand on voit la princesse Charlotte se comporter en adulte, malgré son jeune âge, lorsqu'elle baisse d'elle-même la main de Louis, que ce soit quand il salue le public dans le carrosse ou quand il tape son poing contre sa bouche durant le jubilé. Ou encore quand elle reprend son frère George pour qu'il corrige sa posture parce qu'il a fait l'erreur de toucher le rebord du balcon. Autre exemple avec le prince George cette fois, habitué lui aussi à la rigueur royale, qui se cache derrière ses mains car il a honte de l'attitude de son frère. Mais malgré les précautions pré-événementielles prises par la famille royale pour préparer au mieux les enfants, il peut y avoir besoin de rappel. Kate peut avoir recours à d'autres techniques plus subtiles pour faire respecter les impératifs de la famille royale à ses enfants. Alors,
Je ne sais pas si elle a travaillé pour les services secrets britanniques, mais quand elle utilise ce nom de code, ses enfants savent qu'ils doivent immédiatement se calmer. Au lieu de dire « tu te calmes » ou de leur crier dessus, Kate leur dit « faisons une pause ». C'est une manière très intéressante de désamorcer la situation qui, entre nous, lui sert peut-être aussi pour faire comprendre qu'elle a besoin de souffler, qui montre qu'on peut mettre en place des codes qui envoient le signal à l'enfant qu'il est temps de se calmer de manière douce, là où une autre maman crierait tellement fort sur son enfant que c'est le voisin qui irait ranger ses affaires. Kate est également adepte de la méthode se faire obéir avec tendresse. Contrairement à certains parents qui vont attraper le bras de leur enfant vigoureusement, Kate va poser sa main délicatement sur l'épaule ou le front de Louis, va venir lui caresser la tête ou le redresser avec douceur. Elle lui fait comprendre de cette manière qu'il faut bien se tenir, mais aussi l'aide à retrouver le calme quand il commence à s'énerver. Autre technique, elle fait preuve de patience et garde son calme, ce qui lui permet d'éviter la contagion émotionnelle. C'est-à-dire que les émotions de Louis ne viennent la contaminer et qu'elle se mette en colère par exemple. Mais même s'il y a des impératifs en tant que membre de la famille royale, Kate et William restent malgré tout des parents, comme nous le montre William, qui avait mis de côté la posture royale et s'était accroupi à côté de son fils George pour lui parler. La reine Elisabeth n'avait d'ailleurs pas manqué de le rappeler à l'ordre pour qu'il se relève. Mais le prince William a déjà eu affaire à la reine Elisabeth à une autre reprise. Vous vous souvenez de la règle qui interdit à deux héritiers de voyager ensemble? Eh bien, le prince William avait demandé une autorisation spéciale à la reine pour déroger à cette règle afin de pouvoir voyager avec ses enfants, autorisation qu'il avait obtenue. Les deux parents ont choisi de ne pas suivre les vieux codes de l'éducation royale et d'avoir une relation tout à fait normale avec leur enfant. Ils souhaitent une éducation plus moderne, à la fois juste et stricte, avec des règles et des limites bien sûr, mais aussi avec une communication libre et ouverte, où leurs enfants peuvent exprimer leurs émotions, leurs sentiments et poser des questions. Pour William, l'intelligence émotionnelle est la clé pour faire face à la complexité de la vie et des relations. Il s'était aussi exprimé sur ce qu'il voudrait pour ses enfants. J'aimerais qu'ils apprennent à vivre simplement, en prenant soin de ceux qui les entourent et en traitant les autres comme ils aimeraient être traités eux-mêmes. Kate, quant à elle, aimerait que ses enfants aient la même expérience scolaire que la sienne, aussi normale que possible. Ainsi, le couple a demandé à ce que leur enfant ne soit pas appelé par leur titre de prince et de princesse lors de leur scolarité, mais simplement par leurs prénoms George, Charlotte et Louis, comme les enfants de leur âge qu'ils côtoient. Malgré leur belle popularité et leur rang au sein de la famille royale, les époux mettent tout en œuvre pour que leurs enfants soient bien élevés et ne tiennent pas leur statut pour acquis. Par exemple, l'aîné de la fratrie doit faire son lit lui-même tous les matins. Si Kate et William pourraient être des modèles, tant ils assurent à la fois les challenges parentaux et leurs obligations royales, c'est quoi le vrai problème du prince Louis? Le vrai problème du prince Louis vient des médias, qui le diabolisent ici, lui donnent une image de sale gosse qui ne sait pas se tenir en public, alors qu'il est juste coincé dans un événement de grand, et que sa vraie place serait plutôt de jouer à des jeux de son âge dans sa chambre, au lieu de rester assis plusieurs heures sur un siège. Mais ce problème, on le retrouve également avec nos parents, notre entourage, ou même des personnes qui n'ont pas d'enfants, qui nous expliquent comment on devrait s'occuper de notre enfant, qui émettent des commentaires, des jugements, qui peuvent parfois nous aider, mais qui peuvent être blessants. Soit parce que ça nous renvoie l'image qu'on n'y arrive pas en tant que parent, soit parce qu'on va se dire « mon enfant n'est pas normal » ou « mon enfant doit être comme ça au lieu d'être comme il est ». Donc, on va créer par rapport à toutes ces injonctions qu'on reçoit, des attentes un peu irréalistes, parfois illogiques, parfois déconnectées de la réalité, qui vont faire qu'on va transformer notre enfant en un enfant idéal. On vit tous des moments un peu gênants avec cet enfant qui fait une crise dans le centre commercial, ce bébé qui pleure en plein baptême, cet ado en colère qui claque la porte de sa chambre. Ces moments qu'on juge par rapport à cet idéal, mais qui sont en réalité normaux. Car on a en face de nous cet être qui a des besoins, des émotions qui sont légitimes au même titre que nos besoins et nos émotions sont légitimes. Donc, si notre enfant ne répond pas à cet idéal, cela entraîne d'une part des conséquences négatives dans le présent, parce qu'on va ressentir envers lui de la colère, de la déception, de la frustration, parce qu'il n'est pas à la hauteur de nos attentes.
Et ça alimente la négativité dans la relation parent-enfant. Mais cela pose d'autre part un problème plus profond, avec des conséquences négatives dans le futur, dans tout le processus de construction, dans l'adulte que va devenir notre enfant. Puisqu'on peut pousser notre enfant à suivre un chemin qu'on choisit à sa place, soit par sécurité pour le protéger, soit pour répondre à nos propres besoins qui n'ont pas été satisfaits étant enfant. Et ce chemin peut amener notre enfant, notre ado, à ne pas être épanoui en grandissant et à ne pas être heureux une fois adulte. Alors, que faire pour éviter ça? Eh bien, la première chose, c'est de ne pas confondre son enfant idéal, celui qu'on aimerait avoir, celui pour lequel on projette l'avenir à sa place, avec notre vrai enfant. Ça peut être au niveau de ses capacités scolaires, en le diminuant, car, comme dit le proverbe, si on juge un poisson à sa capacité à grimper à un arbre, alors il se croira stupide toute sa vie. Et on peut enfermer notre enfant, malgré nous, dans des schémas de pensée qui le limitent au lieu de le laisser briller. Mais cela peut être aussi au niveau de ses envies, de ce pourquoi il va s'épanouir, de ce pourquoi il a des rêves. La deuxième chose qu'il est possible de faire, c'est d'accompagner notre enfant au-delà de nos propres limites, de nos propres blocages, qu'on a construits durant notre enfance tel un bourdon. Étrange comparaison, me direz-vous, mais selon Igor Sikorsky, le rapport mathématique entre les ailes et le poids du bourdon nous démontre que voler lui est impossible, mais le bourdon l'ignore, c'est pourquoi il vole. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Laissons nos enfants transformer l'impossible en possible. Autorisez votre enfant à avoir des rêves et à les réaliser. Au pire, il s'en rapprochera et vous prendra dans les bras plus tard pour vous remercier de l'avoir soutenu et laisser faire un métier qu'il aime. Au mieux, vous aurez permis à votre enfant de vivre ses rêves et peut-être, qui sait, de changer le monde.